Il y a les grandes théories du domaine des affaires, mets tes objectifs, tes listes de to-do. Quand tu tombes dans un environnement d'hyper-croissance où tu doubles la business régulièrement, presque chaque année ou aux 2 ans, pour plusieurs années de suite, il n'y a plus rien de ça qui tient. Les gens qui l'ont fait, pour la plupart, vont dire la même chose. Peut-être que si tu le refais une deuxième, une troisième, une quatrième fois, ça va être différent. Mais quand tu es dans le feu de l'action pour une première fois dans une hyper-croissance, c'est ça. C'est un chaos désordonné que tu finis par ordonner. Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 33e épisode du podcast Hypercroissance, présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant près de 1 million de dollars de publicité Facebook par mois, G7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous êtes un commerce en ligne et que vous désirez passer de croissance à hypercroissance, rendez-vous au www.g7media.com et demandez à parler avec un de nos conseillers. En l'espace de quelques jours seulement, notre équipe saura vous bâtir un plan de match afin de faire grandir votre entreprise. Ouvrir des nouvelles succursales pour des entreprises en briques et mortier est toujours un défi de taille. On doit trouver les bonnes personnes, trouver le bon emplacement et surtout trouver le temps d'accomplir le projet tout en gardant opérationnelle notre succursale déjà existante. Maintenant, si ouvrir une nouvelle succursale semble complexe, imaginez en ouvrir 28. Mon invité aujourd'hui, Philippe-Antoine Defoy, plus grand franchisé de la chaîne de suppléments alimentaires Popeye, va nous expliquer comment il s'y est pris au cours des 10 dernières années afin d'étendre son empreinte au Québec et dans les Maritimes. En date du 18 juin 2020, il possède une boutique en ligne ultra performante ainsi que 28 magasins en croissance. Vous allez même voir pendant l'entretien, Philippe-Antoine a été capable d'ouvrir une succursale par mois pendant l'année 2013. C'est ce que j'appelle de l'hypercroissance. Sans plus attendre, ma discussion avec Philippe-Antoine Defoy. Philippe-Antoine Defoy, tu es propriétaire de 28 succursales Popeye à travers le Québec et les Maritimes. Ça fait de toi le plus grand franchisé de l'entreprise de suppléments alimentaires numéro 1 au Canada. En date du 18 juin 2020, tu emploies près de 200 personnes à travers l'Est du pays et tu réfléchis tranquillement à ton entrée sur le marché américain. Philippe-Antoine Defoy, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci Antoine, merci de me recevoir. Ça fait plaisir de pouvoir partager un peu le parcours et les expériences. Ben oui, puis je pense que des expériences, c'est pas ça qui manque chez toi. Puis Philippe-Antoine, les 10 dernières années chez Popeye, de ce que je lisais, ils ont été marqués par une croissance assez accélérée, assez rapide. Par contre, dans ces 10 années-là, il y en a eu une particulièrement pour toi où tu es vraiment passé en hypercroissance. Tu as ouvert près de 10 succursales dans la même année. Puis avant qu'on rentre dans le vif du sujet puis qu'on parle là, de l'année 2013, parce que c'est celle-là que je parle en ce moment, peux-tu nous dire un peu comment tu as lancé ton aventure avec Popeye, comment que c'est arrivé à tes oreilles que tu pourrais peut-être avoir une franchise avec cette entreprise-là? Oui, tout à fait. Dans le fond, moi, j'ai un parcours entrepreneurial qui date de toujours. J'ai débuté étant plus jeune avec de la livraison de journaux. Pour les plus jeunes, ils ne savent peut-être pas c'est quoi, mais il fut une époque où les gens, le matin, ouvraient la porte, puis il y avait un journal, La Presse, Journal de Québec, Journal de Montréal. Donc, j'ai débuté avec ça. J'ai fait grandir cette petite entreprise-là en engageant des amis. Et puis, quelques années plus tard, mon parcours entrepreneurial m'a emmené dans le domaine du spectacle. J'avais vu une opportunité à l'époque pour la tendance du rap, du hip-hop. Et puis, j'ai fait quelques années là-dedans à faire venir les artistes les plus connus de la francophonie, les I.Am de ce monde. Ah ouais? Et oui, tout à fait. Après ça, j'ai lâché cette industrie-là quand je suis rentré en 1999 à l'Université Laval pour faire un bac en administration. Et puis, c'était trop demandant, la vie de tournée, la vie d'artiste, c'était trop demandant. Fait que j'ai décidé de changer mon parcours. Et puis, j'ai fait mon bac en administration. J'ai été franchisé d'une entreprise qui s'appelle Collège Pro. C'était des peintres étudiants. OK.
cette époque-là, dans le fond, j'avais une expérience entrepreneuriale, mais j'avais vraiment besoin d'avoir beaucoup plus de connaissances, de formation. Puis cette entreprise-là offrait ce que je peux appeler l'université des affaires. Fait que j'ai fait ça. J'ai été sur toutes les lèvres et les discours les années que j'ai fait ça parce que j'ai brisé tous les records de l'entreprise à ma première année comme recrue. J'ai fait le plus gros chiffre d'affaires qui avait jamais été fait dans la compagnie qui avait déjà une vingtaine d'années. Puis écoute, je continue le parcours. À la fin de mon université, je me suis retrouvé sans projet d'affaires. J'ai décidé de commencer à travailler dans les ventes et puis j'étais pas nécessairement épanoui, heureux, financièrement comblé, mais professionnellement puis un peu spirituellement pas accompli dans ce que je voulais faire dans la vie. Donc, de fil en aiguille, j'ai quelqu'un qui m'a parlé de Popeye Supplément. Et puis, par le biais de l'entreprise pour laquelle je travaillais, une compagnie américaine, je voyageais un peu partout, Canada, États-Unis. Puis, en faisant un voyage à Toronto, je suis tombé face à face avec un magasin Popeye. Je suis rentré. J'ai eu un coup de cœur, un service exceptionnel. Je suis rentré pour fouiner. Je suis sorti avec 500 $ de produits. Je me suis dit, dans le fond, que temporairement, c'était une bonne idée pour moi d'investiguer un peu plus là, cette industrie-là, cette opportunité-là. Puis, de fil en aiguille, en 2006, au printemps 2006, j'ai ouvert un premier magasin dans la région de Québec. Et puis, rapidement, l'entreprise a pris de l'importance. À l'intérieur de quelques années, je me suis retrouvé avec une dizaine de succursales, puis avec un esprit toujours d'hyper-croissance. Je suis quelqu'un qui est ambitieux. Ambitieux, je te dirais, pas pour le pouvoir, pas pour l'argent, mais juste pour le goût et le besoin de bâtir quelque chose avec une équipe, avec des gens, de relever des défis, d'avoir des bonnes journées, des moins bonnes journées, de trouver des solutions, puis d'avoir l'opportunité de créer quelque chose, d'amener un projet jusqu'à la finalité, jusqu'au plein potentiel. C'est ce qui me drive dans la vie. C'est pas des considérations financières, c'est pas des considérations de dire je suis X, Y, Z. C'est plus l'aventure, comme ils disent en anglais, the journey. Ben C'est oui. vraiment ça qui me drive dans la vie. Aujourd'hui, presque 15 ans plus tard, là, on est dans notre 14e année. Je suis très fier de l'entreprise, de l'équipe, des gens qui sont au sein de cette entreprise-là, qui sont autant investis que moi et puis qui sont fiers de faire partie d'une entreprise qui est respectueuse de leur parcours, qui a à cœur de les faire grandir, puis de les amener. Puis ce qui me drive aussi, c'est de donner les opportunités à mon team, à mon équipe, pour les voir évoluer puis les voir grandir. Ben oui. C'est ça, c'est la réponse de 10 minutes à la question. Mais ça, c'est bien. Mais tu as dit plusieurs choses excessivement intéressantes, OK? Tu as dit, bon, tu es rentré dans une succursale Popeye à Toronto, tu as eu le coup de cœur. Par la suite, bon, a commencé ton parcours rapidement, une dizaine de succursales. Moi, je m'intéresse à... Le premier truc que je veux vraiment comprendre ici, qui m'intéresse, c'est le momentum, OK? Donc, on parlait de des discussions avant le podcast que, tranquillement, tu as ouvert des succursales, une après l'autre. Tu as compris comment que la machine marchait. C'est arrivé en 2013, puis je pense que en 2013, tu as ouvert une succursale par mois. OK? Donc, à un certain point, à un moment donné, tu as été capable, j'imagine, de trouver une formule, de reconnaître des opportunités selon des endroits géographiques spécifiques pour une succursale qu'on pourrait mettre à cet endroit-là, une succursale qu'on peut mettre à cet endroit-là. Mais ça a été quoi le déclic? Ça a été quoi le déclic? Qu'est-ce qui est arrivé? As-tu une anecdote à nous dire qui nous dit, qui t'est arrivé, qui t'est dit, OK, là, c'est le temps, j'en ouvre plus, je comprends comment marche ce système-là et je veux m'implanter partout. Ouais, c'est sûr qu'à la base, il y a quelques points importants dans le parcours. Moi, je suis un hyper travaillant. Il y a des hommes d'affaires qui pensent beaucoup au lifestyle. Le lifestyle est important. J'ai une vie épanouie, j'ai une famille, j'ai des amis, je voyage. Mais en dehors de ça, il y a une discipline de faire. Je passe pas mes soirées à écouter des vidéos de gens qui tombent en faisant du vélo. Là, je travaille. Tu sais, je suis quelqu'un qui réfléchit à sa business, qui travaille.
au sein de la business qui pose des diagnostics, l'améliore constamment. Il n'y a jamais de satisfaction. Ça, c'est un point fondamental. Au niveau de l'hypercroissance, puis de ce qui s'est passé en 2013, il y a une expression en anglais qui dit Don't put the cart before the horses. Ben, c'est probablement ça que j'ai fait. Une fois dedans, je reviens à mon point précédent, l'hyper-travaillant ressorti, puis c'est booké des journées, des semaines, des nuits de travail de façon acharnée pour passer au travers. Puis ce que j'ai réalisé au travers de ça, c'est que je suis passé d'un chaos désordonné à un chaos ordonné à plus de chaos ordonné. T'sais. Puis c'est difficile de l'expliquer, il faut que tu sois vraiment dedans. Il y a les grandes théories du domaine des affaires, mets tes objectifs, fais tes listes de to-do. Quand tu tombes dans un environnement d'hyper-croissance où tu doubles la business régulièrement, presque chaque année ou aux 2 ans, pour plusieurs années de suite, il n'y a plus rien de ça qui tient. Ça, c'est les gens qui l'ont fait, pour la plupart, vont dire la même chose. Peut-être que si tu le refais une deuxième, une troisième, une quatrième fois, ça va être différent. Et quand tu es dans le feu de l'action pour une première fois dans une hyper-croissance, c'est ça. C'est un chaos désordonné que tu finis par ordonner. Une fois qu'il est ordonné, tu as une paix d'esprit. Donc, c'est un peu l'idée de comment que ça s'est passé. Puis aujourd'hui, dans ma business, it's all about the systems. Tout est en fonction des systèmes qu'on met en place pour que les gens suivent les systèmes, peuvent y déroger si ça fait du sens, il n'y a pas de problème, mais on peut améliorer le système, bien entendu. Ça fait partie du commitment de la game que tout le monde, mais il y a un système qui est mis en place. Je comprends. Ce système-là, dans toutes les unités différentes, que ce soit les unités de chacun des magasins, que ce soit l'administration, la comptabilité, les achats, le marketing, etc., etc. Le système qui est en place doit être suivi. À un certain moment, il peut arriver qu'il soit également, qu'il passe d'un chaos désordonné à un chaos ordonné, ultimement, il faut être ordonné, puis c'est des choses qui se passent, mais fait que je suis capable, facilement de revoir dans chacun des départements qu'est-ce qui se passe, puis épauler les gens pour qu'ils reprennent le contrôle. Dans ce cas-là, moi, j'aimerais ça que tu me dises aussi comment que tu l'as fait, cette croissance-là, année après année. Parce que, bon, tu arrives, tu as plusieurs succursales que tu ouvres. T'en as maintenant à ce jour, on fait le podcast 18 juin 2020, tu as 28 succursales à ce jour. Tu as aussi une présence qui est assez forte en ligne. Mais si on revient à tes succursales, si je me trompe pas, Philippe-Antoine, c'était des acquisitions que tu faisais. C'était des acquisitions de magasins Popeye qui existaient déjà. Puis, bon, à un certain moment donné, comme tu le dis, tu m'as parlé de système. Il y a dû avoir des systèmes qui se sont installés un petit peu dans ta tête quand tu faisais tes acquisitions. Puis moi, c'est ça que j'aimerais que tu me dises. Qu'est-ce que tu allais acheter? Comment tu étais capable de reconnaître une bonne opportunité d'acquisition que tu pouvais amener dans ton portfolio? Exact. Donc, pour clarifier, dans le fond, sur les 28 succursales, il y a 2 blocs de 3 succursales qui ont été acquis. Et puis, il y a 22 magasins qui ont été ouverts et développés à même le système en place. Au niveau des cibles d'acquisition, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Par mon modèle d'affaires, je suis pas nécessairement une personne qui est très friande des acquisitions. J'ai fait des acquisitions au sein du groupe Popeye Supplément. Donc, il y avait des gens, des franchisés dans certaines régions qui désiraient réorienter leur carrière. Fait que j'ai pris ces occasions-là, puis j'en ai profité. Mais d'aller acheter, dans le fond, un compétiteur différent de nous, pour le moment, ça n'a pas encore été fait. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas fait. Mais les choses qui sont importantes pour moi, c'est bien entendu, c'est l'emplacement, le chiffre d'affaires, la clientèle, l'équipe en place. Ça, c'est vraiment des choses qui sont très, très, très importantes. Également, c'est sûr de voir si moi, j'ai une présence ou non dans ce secteur-là. Si j'ai pas de présence, ben c'est sûr et certain que la cible acquisitive devient intéressant.
d'acheter un compétiteur où on est nez à nez ou qu'on est un de l'autre bord de la rue. Moi, je crois que avec l'excellence de mon système, puis avec le temps, avec l'énergie, moi, je vais finir par opérer puis avoir une business qui va être profitable. Je souhaite que la personne de l'autre côté de la rue ait la même chose, puis qu'on puisse faire grossir le marché les deux ensemble, qu'on puisse vivre les deux, puis qu'on puisse prospérer. Donc, au niveau des acquisitions, c'est ça. Au niveau des emplacements, mon background dans les affaires et dans la vente précédemment m'a amené à voyager autant au Canada, aux États-Unis, qu'au Québec, que dans les provinces atlantiques. Donc, j'ai une bonne connaissance du marché, j'ai une bonne connaissance de la géographie, de l'économie, pas mal pan-canadien, même, je te dirais, États-Unis également. Tu sais, j'ai eu un parcours qui m'a amené à plusieurs endroits. Donc, au niveau des ouvertures, il y en a qui étaient logiques, tu sais, d'aller dans les grands centres, Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke. Il y en a d'autres qui étaient moins faciles, mais justement avec une connaissance du marché, puis des habitudes d'achat, les secteurs, tout ça, ça a fait du sens. Puis, comment tu es capable de repérer? Parce que là, tu l'as fait 28 fois. Donc, j'imagine maintenant que tu connais exactement ce que tu as de besoin. Tu dois avoir quasiment une liste d'épicerie qui dit si cet emplacement-là va être fonctionnel comparativement. Ou du moins, si cette succursale-là va être fonctionnelle comparativement à cette succursale-là. Peux-tu nous faire une liste un petit peu exhaustive des points que tu recherches quand tu vas ouvrir ou encore acquérir un franchisé existant? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes aux alentours du commerce? Est-ce qu'il faut qu'il y ait déjà, je sais pas, une équipe excessivement puissante en place? Peux-tu me parler un petit peu de ça? Oui, tout à fait. Dans le fond, dans le détail, c'est l'adage location, location, location. C'est sûr, c'est très important. L'emplacement, pour les gens, ça fait une différence. Donc, il y a beaucoup de know-how là-dedans. Il y a beaucoup de travail qui est fait. Toutes les semaines, je suis approché pour des emplacements par des brokers, des locataires. Avec des magasins partout au Canada, dans le groupe, puis moi, partout dans l'Est du Canada, on a accès à beaucoup d'informations. Fait qu'on sait un peu les informations, on sait où les gros gyms vont aller, on sait s'il y a des compétiteurs, dans le fond, dans des endroits, s'il y a des compétiteurs qui sont en défaut avec les locataires, on sait de l'information sur la performance des centres et des autres commerces aussi. C'est important. On est un commerce de destination spécialisée. Fait que, ultimement, on peut réussir ou échouer partout. Mais dans le fond, si tu vas dans un endroit où il y a une activité économique puis il y a des habitudes d'achat, ben c'est sûr que c'est plus facile pour les gens d'arrêter. Mettons exemple, je donne un exemple, tu sais, au départ, il y avait des gens dans mon entourage ou des gens que je rencontrais, tu sais, qui disaient hey, place-toi à côté de tel gros gym. Moi, mais tel gros gym, great, mais c'est pas un endroit que les gens vont pour aller s'entraîner là-bas. Mais ultimement, je peux pas vivre seulement de la clientèle d'un gym. Il faut que ça soit un pôle économique, il faut que ça soit un pôle commercial. Puis great, si dans le fond, autour, il y a plusieurs gyms, il y a plusieurs compétiteurs, ben à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a un pool de consommation pour nos produits qui se fait dans cet environnement-là. Donc oui, Philippe-Antoine, présentement, bon, je l'ai dit un petit peu plus tôt dans l'enregistrement, mais pour les gens qui nous écoutent, on enregistre le podcast le 18 juin 2020. On vient de sortir d'une crise assez exceptionnelle, ou du moins, sortir, c'est peut-être un grand mot, mais bon, on est en train de se déconfiner par rapport à la crise du COVID-19. Puis bon, j'imagine que les habitudes de consommation de tes clients ont changé. On le disait un petit peu plus tôt, on parlait que s'il y a des gyms proches, ça va peut-être être un emplacement stratégique pour toi. Là, les gyms ont été fermés. J'aimerais que tu me dises, selon ce qui vient de se passer, comment tu es capable un petit peu d'entrevoir l'avenir? Est-ce que tu considères que les achats pour les suppléments alimentaires vont continuer à se faire en magasin? Est-ce que c'est dans ton plan stratégique de continuer à faire des ouvertures? Ou tranquillement, tu es en train de peut-être changer ton fusil d'épaule et te concentrer à investir plus de temps et d'argent sur des stratégies en ligne et non hors ligne? Oui, tout à fait. Mais dans le fond, c'est sûr que
il faut considérer que les habitudes ou le monde qu'on a connu avant le COVID va définitivement changer. Les habitudes des gens durant le COVID, c'est certain, considérant les circonstances, ont dû se tourner vers les achats en ligne beaucoup. On l'a constaté évidemment comme plusieurs détaillants. Aujourd'hui, je peux vous dire que les gens reviennent en magasin. Donc, en ce qui me concerne, je ne suis pas vraiment en mesure d'extrapoler une conclusion finale. On va vraiment avoir besoin de recul de quelques mois pour vraiment pouvoir tracer une ligne puis dire au point de vue statistique, OK, bon, tel pourcentage de la clientèle a migré vers les ventes en ligne ou tel pourcentage de la clientèle était de vente en ligne et maintenant en magasin. Ça pourrait arriver aussi. Donc, on va avoir besoin d'un peu de recul pour ça. Par contre, c'est sûr que au point de vue stratégie, les choses ont changé, oui et non. Il y a encore des ouvertures de magasins qui sont prévues pour nous. Pour le moment, je préfère patienter un peu avant de faire des annonces officielles, puis de signer des bails, puis m'engager à très long terme, parce que, bon, dans l'industrie du détail, de la location, c'est des bails souvent de 5, 10, 15, 20 ans. Donc, il faut être vraiment sûr de ce qu'on va faire, parce qu'il faut prendre un engagement à long terme. Mais oui, c'est certain qu'on va continuer à ouvrir des magasins. Les gens dans notre industrie, on est vraiment un modèle de conseils et de recommandations. Les gens aiment venir chercher ces conseils-là. Donc, Fait en gros, toi, tu es en train de nous dire, puis corrige-moi si je me trompe, que le volet de vente en ligne est important, mais on n'est pas prêt de voir la fin des magasins pour le groupe Popeye, là. non, tout à fait. Effectivement, écoute, les ventes en ligne, c'est un vecteur très, très intéressant, très important. C'est un modèle d'affaires, c'est un channel de plus dans un commerce unifié. Puis, mais on n'est pas rendu à un point de dire, OK, le brick et mortier, c'est terminé. Non. Aujourd'hui, les gens ont des habitudes de consommation qui sont hybrides. Ils ont besoin à l'occasion de revenir en magasin, valider des choses, parler avec des gens. Puis, à l'occasion, ils ont besoin de l'efficacité des commandes en ligne. Puis, on est très efficace à ce niveau-là. La majorité de nos commandes les commandes en ligne sont livrées le lendemain de l'achat. Donc, on excelle de par notre service, autant en magasin qu'au niveau de nos ventes en ligne. On a une rapidité de service qui, je vous dirais, dans le premier percentile. Intéressant. Puis, bon, là, tu parles d'ouvrir des nouvelles succursales. Est-ce qu'on parle encore de l'Est du Canada ou il y a d'autres endroits, peut-être au Canada, que tu penses vouloir t'installer ou peut-être même un petit peu plus dans le sud? Il y a encore une saturation de marché qui est possible pour nous au Canada. OK. Principalement, moi, dans le territoire que moi je développe, Québec-Maritime, il y a encore de la place pour plusieurs emplacements. Je te dirais facilement une dizaine d'emplacements supplémentaires, peut-être même jusqu'à 15. OK. Des discussions à l'interne aussi pour des formules différentes, pour des marchés différents. Je veux rien dévoiler pour le moment parce que le concept n'est pas arrêté, puis je voudrais pas que les gens se fient à ça. Mais c'est sûr que on considère qu'on a un concept qui est porteur, que les gens aiment. On sert des milliers de clients tous les jours. Les gens sont extrêmement satisfaits des produits, du service, de ce qu'on a à leur offrir. Donc, on aimerait vraiment pouvoir desservir le Canada au complet, toutes les localités, avec un modèle d'affaires qui serait économiquement viable pour les villes qui ont 10 000, 15 000 habitants jusqu'aux mégapoles comme Montréal, Toronto, Vancouver, etc. Puis j'ai des questions pour toi par rapport à l'ouverture de ces succursales-là et également au niveau de la gestion. Donc, comment que ça se déroule un peu? Quand tu vas ouvrir une succursale, est-ce que tu as un modus operandi qui dit OK, j'ouvre la succursale, je vais avoir un propriétaire qui va être également avec moi là-dedans, qui va être minoritaire, qui va être un opérateur? Est-ce que c'est davantage des managers que tu vas rechercher? C'est quoi un petit peu ta formule pour être capable d'ouvrir autant au volume des succursales? Parce que là, on arrive à un point, à un moment donné, que tu as besoin de confiance. Tes yeux peuvent pas être sur 28 succursales en même temps, Philippe-Antoine, à moins que tu nous dises que tu as un système qui te le permet. Mais
tu es obligé de développer des bonnes relations de confiance. Puis j'imagine qu'à travers les années, tu as trouvé un système là, pour trouver ces gens-là, ou du moins pour comprendre ces systèmes-là. Exact. Le secret est dans un mot que tu as répété 2 ou 3 fois, système. On est extrêmement bon dans le recrutement des gens. Il y a un autre adage, puis là, ça fait plusieurs que je dis aujourd'hui, mais hire slow, fire fast. C'est très important. On a un système à l'interne pour identifier ce que je pourrais appeler des personnalités toxiques ou des cancers, des gens qui sont pas vendus à notre sauce. On leur demande de quitter gentiment. On le fait pas de façon agressive ou de façon négative. On essaie de s'entendre en bon terme avec les gens, en adultes. Le système réside vraiment dans le farming de candidats, d'aller chercher des gens qui vont joindre la mission, l'équipe pour aller aider nos clients et la clientèle, puis développer la business puis la faire rayonner. Donc, une fois que ça c'est fait, aujourd'hui, je mets plus la charrue devant les bœufs. Aujourd'hui, dans le fond, avant même de débuter la réflexion stratégique pour l'ouverture d'un nouvel emplacement, on débute la réflexion stratégique à savoir qui, quand, comment, qui va aller là, qui va faire qu'on va pouvoir avoir un service qui est uniforme. Les clients, souvent, vont passer d'une région à une autre, puis vont voir que à 95%, l'expérience est la même. Ils vont avoir le savoir local de la personne locale, sa façon de faire qui est la sienne, mais le système en tant que tel est constant et respecté. Puis ça, c'est ce qui est le plus difficile. Ben oui. On a tous des compétiteurs. Tout le monde a des compétiteurs dans n'importe quelle industrie. Aujourd'hui, moi, dans mon industrie, on en a qui sont des compétiteurs nationaux, supranationaux. On a des compétiteurs locaux, régionaux, provinciaux. Écoute, t'en as de toutes les sauces. Ce qui est difficile, c'est de contrôler l'expérience à l'intérieur des 4 murs. Tu peux avoir une belle boîte, avoir un beau branding, avoir les produits qui sont les mêmes que les miens, ils peuvent être le même prix, peuvent des fois être moins chers, des fois plus chers. Mais ce qui est difficile, c'est de contrôler la relation avec le client. Puis ça, c'est là vraiment où nous, on excelle. Puis ce qui est impossible à reproduire pour les gens. Parce que le know-how de comment faire ça, notre propriété de comment faire ça, on le partage pas. Ils n'ont pas accès à cette information-là. Puis même s'il y avait accès à cette information-là, on est tellement des années-lumière en avant. C'est trop dur à reproduire. C'est ce qui fait qu'on est hyper performant dans nos marchés. C'est ce qui fait qu'on a cassé les genoux. GNC, qui est une compagnie supranationale qui au Summit avait 230 magasins au Canada, puis qu'aujourd'hui, écoute, selon les rumeurs post-COVID, il leur en resterait une 50aine. C'est ce que GNC et les autres compétiteurs n'ont pas été en mesure ou ne sont pas en mesure de faire. Je fais une petite parenthèse sur le podcast en cours afin de vous remercier tous et chacun qui nous écoutent. Vous êtes des milliers chaque mois à écouter Hypercroissance et ça me touche du fond du cœur. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agagne@j7media.com, donc AGAGNE @J, le chiffre 7, média au singulier.com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. De retour à l'épisode en cours. Parlons un petit peu de ça, l'expérience client. Je suis un fan incontesté de Jeff Bezos puis de son approche avec Amazon. Il a mis toute son énergie à travers sa carrière autour d'une chose, la même chose que tu dis, l'obsession au niveau du consommateur. L'expérience client est tellement importante dans n'importe quoi que tu achètes dans la vie parce que par la suite, ça peut avoir ce qu'on appelle un peu un compound effect. Les gens vont en parler en bien à d'autres personnes. Les consommateurs que tu as acheté vont réacheter parce qu'ils adoraient son expérience. Mais souvent, il y a des secrets derrière ça. Il y a quelque chose que tu as fait beaucoup plus que les autres pour comprendre ce que le consommateur veut.
Est-ce que tu es capable de me dire aujourd'hui s'il y a des efforts que vous faites sur une base quotidienne, sur une base hebdomadaire, pour aller chercher de l'information, pour aller chercher du feedback de vos clients et par la suite poser des actions sur ce que vous avez été capable d'avoir comme réponse? Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à la base. Tout passe par le coaching et la communication. Tout passe par là, dans le fond. C'est d'enseigner les façons de faire aux membres de l'équipe, qu'eux soient en mesure de répondre aux besoins de notre clientèle. Fait que ça, c'est la base. Ensuite, c'est de mesurer l'expérience. On la mesure. Il y a une norme dans le service à la clientèle qui s'appelle le NPS, Net Mhm. Promoter Score. C'est le golden ticket de l'expérience client. Une des choses que moi, j'ai enseigné à mon équipe, c'est que notre compétition, c'est pas le magasin de suppléments au bord de la rue. C'est pas ça. Nous, notre compétition, c'est Lululemon, Apple, Lush, Mercedes, BMW, c'est les services de concierge des grands hôtels. C'est ça, notre compétition. C'est ce vers quoi on tend et ce vers quoi on veut compétitionner. On veut une expérience client qui est tellement au-delà des attentes des gens que ça crée un effet boule de neige. Puis aujourd'hui, je suis très, très fier de ce qu'on a accompli. On a justement un NPS qui frôle les 90. Je regarde Apple, Lululemon, ils sont autour de 60. On est à plus de 90. Fait qu'on on est une référence au niveau du service à la clientèle. Il est mesuré, on en parle, on fait des suivis, on identifie qu'est-ce qui sont les travers organisationnels qui peuvent diminuer notre NPS. Il n'y a pas juste le service que les gens donnent. Les gens peuvent donner un bon service, mais si tes politiques sont pas bonnes, Mhm. les gens, ils appliquent tes politiques, ils appliquent le système. Si ton système est pas bon, il faut que tu le changes, il faut que tu l'adaptes. C'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on fait pour être en mesure d'avoir un service puis une expérience client qui est tellement au-delà des attentes. Puis on a des milliers de reviews sur les plateformes Google, Facebook. On a des milliers, on est rendu à des dizaines de milliers de commentaires positifs documentés qu'on met en rotation sur nos sites web, qu'on partage à l'interne. À toutes les semaines, on partage les bonnes expériences de service à la clientèle. Puis ça, c'est, encore une fois, c'est difficile de reproduire ça. Intéressant. Là, on a parlé un petit peu plus tôt. On a simplement abordé à peine le sujet, mais j'aimerais t'entendre là-dessus. Je sais que ça fait plusieurs années que vous avez des réflexions, toi et le groupe Popeye national au complet, sur une intégration au niveau du marché américain. Sans nécessairement nous dévoiler les détails, parce que c'est pas le but de ma question, ça serait de savoir, là, tu le dis, tu sens que les succursales vont rester, ça fait partie de l'expérience client, ça fait partie de l'écosystème Popeye en général. Mais quand on va arriver puis on veut percer dans un marché qui est complètement différent, qu'on n'a pas encore mis les pieds, parce que c'est le cas, il y a pas, vous n'avez pas encore mis les pieds spécifiquement là-bas, comment t'entrevois ça? Est-ce que tu penses que ça va commencer avec une entrée en ligne et par la suite une deuxième étape avec des succursales? Est-ce que tu penses que ça commence avec des succursales et ensuite on commence à vendre en ligne? Comment que cette stratégie-là bouge dans ta tête présentement? Dans le fond, c'est sûr que c'est une question qui est un peu complexe. Pour expliquer un peu le cheminement, ça fait à peu près 3 fois qu'on flirte avec le marché américain. On a flirté avec le marché américain aux autour des années 2008-2010. À cette époque-là, il y a eu un événement fortuit d'une déconfiture de l'économie, comme on sait, là, tout le monde. Il y a eu une importante crise économique. Donc, on a mis le projet sur la tablette pour quelques années. On a commencé à se réintéresser au marché américain autour des années 2015-2016. À ce moment-là, il y a eu, dans le fond, un autre événement qui est survenu, qui est la déconfiture des compagnies GNC et Vitamin Shop, qui sont deux très, très gros joueurs, évidemment, de l'industrie américaine, GNC de l'industrie mondiale. Ils ont mal protégé leur marché au point de vue du FDM, le Food, Drug and Mass, Costco, Walmart, épicerie, et des Amazon de ce monde, des ventes en ligne. Donc, ils ont un peu mal joué leur carte. Puis ça s'est retourné avec des problèmes importants. Puis on recommençait à songer à une expansion dans les derniers mois, dernières années.
Et puis, avec le COVID, bien évidemment, il faut voir qu'est-ce qui va se passer au niveau des habitudes. Donc, pour revenir à ta question, au niveau de comment et quand et de quelle façon on va le faire, c'est pas déterminé encore aujourd'hui. Ce qui est très fort pour nous, bien entendu, c'est le personnage puis l'icône qui nous supporte, qu'on supporte. Il y a une connaissance des gens, puis un taux de reconnaissance très rapide de la marque, du branding. Fait que, évidemment, aux États-Unis, il y a un énorme potentiel basé sur ce point-là. Fait que, je pense qu'il faudrait que ça soit un peu des deux. Il faudrait que ça soit et des ventes en ligne et également les magasins briques et mortier, probablement dans un espace, un endroit qui serait potentiellement identifié comme stratégique. J'ai souvent eu des ambitions pour ce qui s'appelle le Mid-Atlantic, New York, Boston, Mhm. Philadelphie, Washington. À peu près 100 millions de personnes qui restent dans un espace géographique assez réduit. Donc, c'est certain qu'il y a un potentiel de marché. Puis, mais c'est certain qu'il faut qu'il y ait une intégration briques et mortier, vente en ligne, parce que le modèle briques et mortier, sans vente en ligne intégrée, de commerce unifié, à mon avis, il n'y aura pas de pérennité pour ce modèle-là, parce que veut pas, ça prend un modèle intégré. Il faut que tu sois en mesure de répondre à toutes les façons que les clients ont de magasiner de nos jours. Je te poserai des petites questions personnelles, Philippe-Antoine. Moi, je voudrais savoir, c'est tout le temps des questions que je pose aux gens que j'interviewe, 3 trucs qui me fascinent. Premièrement, est-ce que toi, tu lis un peu de façon quotidienne? Est-ce que tu lis des livres d'affaires? Est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive de faire? Oui, tout à fait. Je te dirais, dans les 15 dernières années, j'ai lu énormément des livres d'affaires, mais des livres de d'autres types de sujets, des biographies, Elon Musk, Steve Jobs et compagnie, Bombardier, Germain Bombardier. Puis, je suis un très, 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 très grand lecteur. Un petit peu moins depuis le début du COVID, parce que dans le fond, le rythme de travail a vraiment augmenté beaucoup. Il était déjà élevé, mais il a augmenté beaucoup. Pour te donner des statistiques, je suis en moyenne à environ un livre par semaine. Oh, wow. OK. Je lis très rapidement. Dans le fond, j'ai une routine où je lis environ, je te dirais, 45 minutes à 1 heure tous les soirs avant de me coucher. Puis parle-nous un peu de ces lectures-là. Lesquelles qui t'ont marqué? Tu as dit des noms rapidement, mais peux-tu nous dire, pour les gens qui nous écoutent, on a une gang d'entrepreneurs qui écoutent le podcast Hypercroissance. Puis j'adore avoir un petit peu des suggestions de lecture parce que moi-même, je risque par la suite d'aller lire ce livre-là. Es-tu capable de nous sortir 3 suggestions qui t'ont marqué, que tu penses qui pourraient bénéficier l'audience? Mais c'est sûr, dans le fond, le livre de Simon Sinek, Start with Why, je pense que c'est dans l'air du temps pour, dans le fond, bien comprendre un peu la psychologie. Il y a un livre qui existe depuis des années qui s'appelle One Minute Manager. Ça, c'est vraiment Ouais. très, très bon. Il y a un livre qui était écrit sur l'univers de Disney. J'ai une bonne connaissance. J'ai suivi des cours de l'université Disney. C'est Inside the Magic Kingdom. Ça, OK. je peux l'en Je faire. connais pas. Ouais, ça, c'est vraiment, vraiment excellent parce que, dans le fond, es-tu déjà allé à Disney World, Disneyland dans ta vie? Mais, hey, je suis jamais allé. Ça, c'est un truc qu'il faut que je mette sur ma to-do list, mais je suis jamais allé. Fait que je suis tout oui de t'écouter par rapport à ce livre-là. OK. Ben, écoute, le principe de base par rapport à ça, c'est que si tu es déjà allé, puis moi, j'ai une fille qui a 10 ans, fait qu'on est allé à quelques occasions. Elle adore, bien entendu. Et mettons, exemple, il n'y a rien qui va briser la magie. Tout est pensé, calculé, OK. contrôlé à Disney. Si, mettons, exemple, tu achètes un hot dog à ton enfant, il ne manquera pas de ketchup. Comprends? Je te dis ça parce que je suis allé à la ronde avec ma fille l'été passé. Puis j'ai acheté un hot dog. Il n'y avait plus de ketchup. Mais c'est un exemple minime, mais tu sais, je m'en rappelle. Tu comprends? À Disney, je vais juste te donner un exemple, un autre exemple.
ils vont rénover, puis ils vont changer constamment le thème du parc, puis les jeux, puis les attractions, puis tout ça. Et quand ils font ça, ben, tu verras pas des travailleurs fumer une cigarette, puis Mhm. regarder sur le coin. Ils vont, ils vont construire un décor autour. Ils vont mettre, je sais pas moi, la magie. Si t'es dans Star Wars, ben ça va être un décor Star Wars. Tu sais, tout est pensé, tout est réfléchi. T'auras jamais, mettons, si t'es dans l'univers Star Wars, ben tu verras pas une princesse passer Ben oui. à la fin de son chiffre qui retourne à la maison. Ils ont des tunnels en dessous pour éviter la contamination des univers. Tout est pensé, tout est réfléchi. Ils ont le meilleur service à la clientèle qui existe. Puis, dans le fond, le livre Inside the Magic Kingdom est vraiment bon. Puis, comprendre comment qui agissent, je le recommande fortement. Mais c'est intéressant, ça revient un petit peu à ce que tu as dit plus tôt. Ce livre-là a dû te marquer parce que l'expérience client a une importance capitale dans la manière que tu fais des affaires, là. Exact, exact. C'est de contrôler tous les détails. Tous les détails sont importants. Puis moi, je suis un grand observateur. Puis dès que je rentre dans un des magasins, je vois tout de suite les déficiences. C'est un trait de caractère ou un défaut, mais je les vois également quand je me promène, puis je visite d'autres commerces, d'autres entreprises. Ce qui fait la différence entre une entreprise de pointe puis une entreprise médiocre, Average. c'est le souci des détails. C'est vraiment ça qui fait la différence. Tu sais, tu peux faire les choses rapidement pour les faire, ou tu peux les faire parfaitement avec le souci du détail parce qu'elles Mhm. sont importantes. Puis ça, c'est quelque chose qui est hyper important au sein de l'entreprise à tous les jours. Quitte à ce que ça impacte ta marge de profit, parce que l'expérience client, même si ça impacte ta marge de profit à court terme, va être bénéfique au niveau économique sur le long terme. C'est sûr et certain. Un client satisfait, puis il y a beaucoup, beaucoup d'études, puis un peu comme toi, Philippe-Antoine, je m'intéresse énormément à ce terme-là en ce moment, l'expérience client. Puis il y a beaucoup d'études qui sortent en ce moment qui disent que de plus en plus, les consommateurs, les clients vont être prêts à payer beaucoup plus cher s'ils sont assurés que l'expérience client va venir avec, tu sais. Mm. Donc, dans tous les cas, tu risques de gagner sur le court moyen terme si tu as, comme tu dis, le souci du détail. Je fais du pouce à ça, je te pose une question. Est-ce que, au-delà des lectures, qui d'ailleurs, je vais mettre dans ma to-do de lecture, le livre que tu viens de nous parler par rapport à Disney, est-ce que tu écoutes des podcasts? Est-ce que tu es un fan de podcasts? Oui, tout à fait. Dans le fond, j'écoute beaucoup de podcasts. Je marche, j'ai un chien, fait que je marche beaucoup avec mon chien. Puis quand je marche avec le chien, j'écoute toujours des podcasts. Au niveau podcast, je suis un petit peu moins. L'univers, c'est business, health, biohacking. C'est vraiment vers ça que je vais. Fait que mes tops, dans le fond, celui que je préfère, celui que je trouve qui est le meilleur, c'est un gars que j'ai côtoyé. Je vais t'expliquer ton histoire après, mais ça s'appelle Impact Theory de Tom Bilieu. Tom, dans le fond, il a créé une compagnie dans mon industrie qui s'appelle Quest Nutrition. Il a révolutionné une catégorie, les barres protéinées. Nous autres, à toutes les 2, 3, 4 ans, il y a une catégorie de notre industrie qui est révolutionnée. Puis lui, il a révolutionné une industrie qui était morte et moribonde en 2010. Ils ont sorti une barre de protéines faible en glucides, haute teneur en fibres. Puis la barre Quest, dans le fond, à l'intérieur de 4 ans, ils ont monté l'entreprise à un chiffre d'affaires de 500 millions US. Donc, quand tu parles d'hyper-croissance et hyper-méga giga croissance, ils ont eu une offre d'achat pour la rondelette somme de 1,4 milliard US qui ont refusé parce que aujourd'hui, ils regrettent, c'est certain. Ils ont réussi à revendre, je ne sais pas pour quelle somme, ils viennent de revendre un dernier bloc là, de la compagnie pour 900 millions US. Fait il n'est pas à plaindre, mais je pense pas qu'il y a eu le golden ticket qu'il voulait avoir à l'époque. Mais Tom, dans le fond, il y a un podcast qui parle de relations autant amoureuses que amitié. Il parle vraiment de santé, de toutes les dernières tendances, toutes les dernières choses. Écoute, moi, je suis hyper intéressé par ce qui s'appelle le biohacking. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi. Oh, oui. Je suis hyper, hyper intéressé par ça. Il parle de business, il parle de leadership, de management.
Fait que c'est vraiment très, très intéressant. Puis, contrairement, j'étais grand fan de Joe Rogan pendant très longtemps, Ouais, mais j'ai un petit peu plus de difficulté parce que c'est long, là, tu sais, c'est des podcasts de 2 heures et ouais, demie. 3 heures, ouais. C'est Mhm. ça. Puis, écoute, je trouve que des fois, il tourne en rond. Je trouve que Tom est un meilleur intervieweur, à mon avis. Après ça, je suis un grand fan de Dave Asprey de Bulletproof. Dans le fond, c'est un biohacker reconnu. C'est un gars qui essaye plein de choses pour la longévité. Il veut vivre 180 ans. Et puis, il y a beaucoup de choses que j'applique dans ma vie au quotidien. Point de vue fitness, j'aime beaucoup Ben Greenfield. C'est un gars qui est très, très compétent aussi, biohacker. Il va avoir beaucoup de choses qu'il va amener. Je flirte des fois avec Tim Ferriss, Tony Robbins. Mhm. Ouais, c'est vrai, j'en ai un nouveau, là, j'oublie son nom. Attends un petit peu. C'est Quick. Il est très. Pendant qu'on discute, je vais te le retrouver, je vais fouiller Ben sur oui. mon téléphone parce que c'est super Ben, intéressant. c'est bon, ça. Moi, c'est des contenus, c'est sûr et certain que je vais aller regarder. Je vais peut-être également mettre des liens dans les notes du podcast, mais c'est tellement, puis tu le disais un petit peu tout à l'heure, là, quand tu promènes ton chien, ce que j'adore avec les podcasts, c'est, comme tu l'as dit, tu peux faire deux choses en même temps, là. Tu sais, Mhm. tu peux arriver, marcher, faire du sport, quitte même des fois si tu fais un travail où est-ce que tu n'as pas besoin de discussion, quoi que ce soit, juste un travail de concentration, tu peux mettre un podcast également en parallèle. Donc, c'est une pièce de contenu qui est intéressante pour ça, je trouve. Exact, exact. Donc, le dernier, c'est Jim Quick. Ça s'appelle Quick Brain. C'est intéressant Ben oui. aussi. Dans le fond, lui, il y a eu un accident étant très jeune, puis il y avait des gros troubles de concentration, d'apprentissage. Puis il a développé une méthode pour accélérer l'apprentissage, faire du speed reading. C'est un livre super intéressant, donc très bon. Ben oui, ben il y a Martin Latulippe que j'ai interviewé il y a à peu près 2 semaines de ça. Je sais pas si tu connais Martin, il est dans le développement personnel, puis c'est un de ses bons amis, Jim Quick, qui vient souvent sur son mastermind. Donc, il m'a parlé un petit peu de ça. Je t'allais faire des recherches, je trouvais ça intéressant. Mais c'est bon, t'as des contenus intéressants. Puis, parlant de ça, t'as-tu tes routines spécifiques? Tu sais, t'es dans le fitness, tu vends des suppléments alimentaires qui est relié un petit peu, ben, qui est relié intimement avec des entraînements. Est-ce que tu es quelqu'un qui va toujours avoir la même routine, qui va se lever à une certaine heure, qui va travailler à une certaine heure? Parle-moi un petit peu de ça. Oui, exact. Oui, très, très routinier. Moi, je me lève très tôt depuis très longtemps. Ça a changé un petit peu durant le COVID parce que ma routine ne veut pas le changer. Mais en règle générale, je suis debout autour de 4h40, 4h45 le matin. Et je commence ma routine. Je m'en vais au gym pour 6 heures le matin. Et puis, je fais un entraînement, dans le fond, d'1 heure environ. Je prends ma douche, je fais mes trucs, puis je m'en vais au bureau. J'arrive au bureau normalement entre 7h30 et 8h, rarement beaucoup plus tard que ça. Je travaille jusqu'à entre 4 et 5 environ. J'ai un commitment avec ma conjointe, avec ma fille. On soupe ensemble tous les soirs dans le 4 à 7, qui finit souvent par être le 4 à 6 et demi. On est ensemble. Puis après ça, en soirée, il y a, je te dirais, tous les soirs du travail. Je te dirais, normalement, quand ma fille est à l'école, souvent, elle va faire ses devoirs, puis moi, je vais travailler à côté. Fait que 45 minutes, 1 heure, elle va prendre sa douche après 1 heure et quart. Je claire des dossiers. Souvent, je vais promener mon chien. Puis, normalement, avec ma blonde, on va écouter, mettons, un épisode d'une série qu'on suit, 45 minutes. Après ça, je vais faire un peu de lecture. Puis, that's it. Ça ressemble à la routine, puis ça recommence le lendemain. C'est parfait, j'adore ça. Je suis un grand fan de se lever tôt également. Moi, c'est quelque chose que j'ai commencé il y a à peu près peut-être 2, 3 ans de ça maintenant. Je me lève à peu près à la même heure que tu as dit, 4h45. Je m'entraîne le matin. On dirait que ça change toute la dynamique de ta journée par la suite. Tu as comme plus d'énergie. Tu as aussi une charge qui est enlevée. Tu sais, on s'entend. C'est le fun de commencer ta journée puis de te dire, bon, l'entraînement est fait, ce qui est quelque chose qui est quand même important dans la vie de n'importe quel être humain. Mm. Puis par la suite, ben, tu as la conscience un petit peu plus tranquille pour le reste de ta journée de travail puis ta journée personnelle. Exact. De mon côté, l'entraînement permet vraiment de gérer le stress, d'évacuer le stress, la Mhm. pression.
Aujourd'hui, ce que je fais, c'est du HIIT, là, de l'entraînement à haute intensité. C'est pas du bodybuilding ou c'est pas d'aller lever le plus lourd possible. C'est vraiment beaucoup plus d'entraînement fonctionnel, alternance cardio, poids, haute intensité, un genre de CrossFit nouveau genre. Puis, c'est ça, ça donne de l'énergie, ça permet d'évacuer la pression. Je l'ai vraiment ressenti durant le COVID. Les habitudes ont changé, ma charge de travail a augmenté, puis ma routine a changé, puis j'avais moins de facilité à gérer le quotidien parce qu'il n'y avait pas la soupape qui était, qui était relâchée le matin. Ah, ben regarde. Ben là, tranquillement, on en revient à la normale. Fait que c'est une bonne nouvelle pour ça. Philippe-Antoine, merci énormément d'avoir été sur le podcast aujourd'hui. Ça a été intéressant entre les ouvertures, les acquisitions que tu as faites, la très bonne discussion qu'on a eue sur l'expérience client. Puis ça, j'ai trouvé ça fascinant parce que effectivement, tu peux pas arriver puis ouvrir 28 succursales puis avoir un mauvais service à la clientèle. Tu réussiras pas. Tu seras pas capable d'en ouvrir une autre après. Donc, ça fait partie de n'importe quelle fondation d'une entreprise qui veut passer en hypercroissance. Puis j'ai trouvé ça assez fascinant, les remarques que tu as dit aujourd'hui. Puis, pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient en apprendre un petit peu plus sur toi ou sur Popeye, où est-ce que tu leur recommandes d'aller vous suivre? Ben, on est présent sur, évidemment, les médias sociaux, Instagram, Facebook, sous Popeye Supplément Québec. Donc, il y a de l'information qui se retrouve là. Sur nos différents sites Internet, dans le fond, on a un site transactionnel qui s'appelle shop.popeyes.com. On a également le site internet popeyesquebec.com où les gens peuvent retrouver de l'information. En ce qui me concerne, je suis moyennement actif sur les médias sociaux. Tout simplement, je te dirais, il faudrait que je m'y mette un peu plus. Un moment donné, il y a un nombre d'heures maximum dans une journée pour tout faire, c'est ça, là? Exact. J'ai pas non plus nécessairement trouvé l'angle qui me convient. Je veux garder une certaine discrétion personnelle. J'ai pas nécessairement le goût d'étaler sur la place publique ma vie. Fait que quand c'est de bon goût, je le fais, mais je commencerai pas à prendre des photos de ce que je mange ce soir, là. C'est pas ma tasse de thé. Sinon, écoute, j'ai régulièrement des gens qui me contactent, soit par les médias sociaux directement, qui veulent des trucs au niveau des affaires, ou qui veulent des conseils, des façons de voir. Puis je partage beaucoup, ça me fait plaisir de le faire. Je pense que la communauté entrepreneuriale doit passer par là, s'aider, s'entraider. Écoute, si les gens peuvent apprendre de mes bons coups, de mes moins bons coups, ça va me faire plaisir de le partager. Bon, ben merveilleux. Ben regarde, merci beaucoup Philippe-Antoine. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. De plus en plus que j'interviewe des entrepreneurs à succès, un dénominateur commun revient à chaque fois. Chaque personne qui atteint de l'hypercroissance est avant tout un bourreau de travail. En plus d'être hyper travaillant, j'ai trouvé intéressant d'entendre la vision que Philippe-Antoine a sur le futur des entreprises de briques et mortier. Il croit pertinemment que vente en ligne et vente physique vont continuer à être une formule qui va perdurer à travers les années. C'est d'ailleurs de cette manière qu'il pense intégrer le marché américain. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agagne@j7media.com. Donc AGAGNE @J, le chiffre 7, média au singulier.com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. Je termine en vous invitant à nous donner une note de 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vos commentaires sont également très appréciés. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.